right place. Uh-oh. Whoa. Ouch. Ew. Aha. Yay. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite donc de ce week-end Sex and the City. Donc écoutez, on va pas tergiverser, hein. Je vais d'abord vous présenter notre sponsor du jour et on va vite attaquer avec le sujet du jour. Je tiens à remercier mon fidèle sponsor du jour, CyberGhost VPN. Comme à chaque fois, je vous rappelle pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un VPN, il s'agit d'un tunnel privé sécurisé qui vous permettra de protéger vos données, de masquer vos adresses IP et également de vous protéger de tout piratage ou site malveillant. Grâce à CyberGhost, vous serez protégé de tous ces traquenards, hein, donc c'est fini de se faire gratter ses coordonnées bancaires pour que quelqu'un se paye des vacances. Avec un VPN, vous limitez grandement la casse. Et autre avantage non négligeable que vous avez avec CyberGhost VPN, c'est que vous pouvez débloquer du contenu géorestreint sur plus de 40 plateformes. Type Hulu, Netflix, Disney+, Amazon. Et la manip, il n'y a rien de fou, il suffit juste de vous connecter au réseau du pays sur lequel vous souhaitez aller. Et bah, c'est comme si vous y étiez. Vous allez ensuite sur votre plateforme et vous aurez accès au catalogue. Les catalogues, bien que sensiblement les mêmes, diffèrent d'un pays à l'autre. Vous n'aurez pas forcément les mêmes programmes en France qu'au Brésil, qu'au Japon, qu'en Corée, aux States, etc., etc. Sachez que CyberGhost VPN est très bien noté sur Trustpilot et si vous voulez rejoindre les plus de 38 millions d'utilisateurs, pour cela je vous mets un lien qui s'affiche ici, mais également en barre d'infos ainsi qu'en commentaire épinglé pour profiter de l'offre des 83% et des 4 mois en plus offerts. Ça vous fera donc un abonnement pour la modique somme de 2 € par mois. Sachez que CyberGhost est compatible avec tous les supports Mac, iOS, Android, console de jeu et avec un abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils. Et si vous n'avez pas 7 appareils, vous pouvez également en faire profiter les autres. CyberGhost propose aussi une assistance technique 7 jours sur 7 en français, disponible 24 heures sur 24. Et sachez également que vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés. Je vous invite grandement à sauter le pas. Je remercie encore CyberGhost. Les origines de Sex and the City et son impact. On va commencer par ça. Quand Sex and the City arrive sur les écrans américains le 6 juin 1998, HBO paraît gros. À l'époque, la chaîne câblée cherche à se démarquer avec des séries audacieuses ciblant un public adulte, urbain, en quête de récits modernes et non conventionnels. Avec ses dialogues crus, ses héroïnes à la fois drôles, intelligentes et imparfaites, et son regard inédit sur la sexualité féminine, la série s'impose rapidement comme une révolution télévisuelle. Mais tout commence quelques années plus tôt dans les pages d'un journal new-yorkais. Car à l'origine de Sex and the City, il y a une femme, Candace Bushnell. Journaliste née en 1958, elle commence à écrire en 1994 une chronique hebdomadaire dans le New York Observer, un journal confidentiel mais influent de Manhattan. Et dans cette rubrique, intitulée Sex and the City, Candace raconte sous forme semi-autobiographique la vie sentimentale et sexuelle des femmes célibataires dans le Manhattan huppé des années 90. Donc Candace y partage ses propres expériences et celles de ses amis, souvent sous forme de portraits déguisés, dans un style à la fois ironique, mondain et provoquant. Elle y parle des soirées mondaines, des hommes puissants, des jeux de séduction et des désillusions amoureuses d'un certain milieu new-yorkais. Le personnage de Carrie existe déjà, comme son alter ego dans la fiction. Les sujets abordés, superficialité, recherche de reconnaissance, pression sociale, sont traités avec lucidité mais sans amertume. Et c'est cette approche sans filtre, parfois choquante, qui fait le succès de la chronique. En 1996, les textes sont publiés en recueil sous forme de livre, Sex and the City, chez Atlantic Monthly Press. Le livre devient un succès d'estime dans les cercles littéraires et branchés new-yorkais. Candace y dresse un portrait acide de l'élite urbaine, des femmes de pouvoir, des serial daters et d'un monde où l'amour est souvent une transaction sociale. Ce ton satirique, mi-confession, mi-sociologique, séduit Darren Star, le créateur de Beverly Hills, Melrose Place, entre autres, qui y voit le potentiel d'une série télé. Donc, quand Darren Star rachète les droits du livre pour HBO, il sait qu'il ne pourra pas adapter littéralement les textes très froids et désabusés, mais avec Candace Bushnell comme consultante, il va réinventer les personnages et créer une dynamique
plus chaleureuse, plus accessible. Le ton de la série devient plus romantique, plus drôle aussi, mais sans perdre la crudité de certains dialogues. Carrie Bradshaw, inspirée de Candace, devient le cœur battant du récit. Une femme qui cherche l'amour, écrit pour vivre et vit pour écrire. Donc le défi est de taille, montrer des femmes indépendantes âgées de 30 à 40 ans, parlant librement de sexe sans que cela paraisse racoleur ou caricatural. Le choix de HBO permet de contourner les limites imposées aux chaînes traditionnelles. Résultat, une série qui ose tout, les scènes osées, les discussions crues, les sujets tabous, mais qui le fait avec finesse et intelligence. HBO, qui cherche justement à se positionner comme une chaîne premium audacieuse, encourage ce ton provoquant. Le pari est risqué. Darren Star obtient carte blanche pour expérimenter. L'idée d'une voix off en narration interne incarnée par Carrie donne une tonalité intime et littéraire à la série. Ce dispositif, hérité directement du format des chroniques de Candace, permet aussi une mise à distance ironique. Le spectateur n'est jamais totalement plongé dans le drame, mais toujours accompagné du regard analytique et drôle de Carrie. Visuellement, la série se distingue aussi. Le New York de Sex and the City est stylisé, presque idéalisé. C'est pour ça que je vous avais fait une comparaison avec Emily in Paris dans ma vidéo. Les scènes de rue deviennent des défilés de mode. Les restaurants et bars branchés sont mis en lumière comme des décors de comédie romantique. Le directeur de la photographie et les costumiers ont fait un travail novateur pour la télévision de l'époque, notamment Patricia Field, la styliste de la série, qui a imposé une esthétique iconique mêlant haute couture, vintage et touche excentrique. Le rythme de narration est soutenu, les épisodes durent environ 30 minutes, mais chaque scène est dense. Sex and the City invente un style mi-série, mi-chronique journalistique, où chaque épisode est souvent centré sur un thème, le mariage, les rapports avec soi-même, les ruptures, l'argent, etc., explorés par chacune des 4 héroïnes. Un autre pari formel assez fort, le 4e mur, qui est brisé dans les premiers épisodes. Carrie s'adresse directement à la caméra pour interroger le spectateur, une technique vite abandonnée mais révélatrice du ton expérimental du pilote. Enfin, Sex and the City est l'une des premières séries à offrir une représentation urbaine et féminine totalement assumée, où les hommes sont souvent relégués au second plan. Donc ce n'est pas une série romantique au sens traditionnel du terme, mais une série sur l'amitié, la quête d'identité et l'apprentissage de la solitude dans une grande ville, in the Big Apple. Donc on va parler du premier épisode, c'était le 6 juin 98. Sex and the City fait ses débuts sur HBO avec son premier épisode, Sex and the City. Les attentes étaient élevées, mais la réception immédiate fut partagée. Le ton irrévérencieux de la série, les dialogues percutants et l'ouverture sans tabou sur la sexualité féminine déstabilisent certains téléspectateurs. Les critiques les plus sceptiques jugent la série trop superficielle, trop centrée sur l'obsession et l'apparence et la consommation à New York. Certains la trouvent trop provocante, d'autres trop déconnectée de la réalité. Cependant, un nombre important de critiques reconnaissent immédiatement l'originalité du projet et la fraîcheur qu'il apporte au paysage télévisuel. Le personnage de Carrie Bradshaw en particulier fait l'objet de débats. Certains la trouvent exaspérante dans sa quête de l'amour parfait, d'autres se sentent interpellés par son authenticité et ses vulnérabilités. Les premières réactions du public sont également partagées. Les téléspectateurs féminins se sentent souvent représentés par Carrie, mais certains y voient aussi une vision trop stéréotypée de la femme urbaine. Quant aux hommes, ils se montrent plus réservés, trouvant parfois la série trop féministe ou trop hystérique. Malgré cela, le bouche-à-oreille, il s'emballe et très vite, Sex and the City devient un phénomène culturel. Donc au fur et à mesure des épisodes, la série gagne en popularité, l'humour caustique, l'authenticité des personnages et la manière dont elle aborde la sexualité de façon complètement décomplexée séduisent de plus en plus les téléspectateurs. La série, tout en continuant de diviser les critiques, devient un miroir de la société new-yorkaise de la fin des années 90 avec ses ambitions professionnelles, ses dilemmes personnels et ses tensions émotionnelles. Les personnages se révèlent plus complexes et nuancés au fil des saisons, notamment à travers l'évolution de Carrie, mais aussi de ses amies, Charlotte, Miranda et Samantha. La critique s'adapte et commence à reconnaître la série comme un vent de fraîcheur dans un univers télévisuel trop souvent réservé aux clichés et aux stéréotypes, quoi. Donc là, ça dépoussière un petit peu tout le truc. Sex and the City devient un espace de discussion pour de nombreuses femmes et un moyen pour la télévision de montrer une réalité différente de la norme imposée par les séries classiques. Au moment de la création de la série, les personnages de Carrie, Charlotte, Samantha et Miranda
étaient des archétypes clairs, mais il fallait des actrices capables de les incarner tout en apportant une touche personnelle à ces rôles. Donc le choix des actrices n'a pas été simple. Donc Sarah Jessica Parker, qui incarne Carrie Bradshaw, le personnage central de la série, il faut savoir qu'au départ, Sarah Jessica Parker n'était pas particulièrement enthousiaste à l'idée de revenir dans une série télévisée. Après plusieurs échecs dans ce domaine, elle avait déjà un beau parcours au cinéma, notamment dans LA Story en 91 et Hocus Pocus en 93, et elle hésitait à se lancer dans une série qui risquait de la stéréotyper. Pourtant, son expérience dans la comédie musicale, son style unique et sa capacité à incarner une journaliste new-yorkaise obsédée par la mode et les relations amoureuses ont fait d'elle un choix idéal. En plus de son rôle d'actrice, Sarah Jessica Parker est devenue productrice exécutive à partir de la saison 3, un pouvoir qu'elle a revendiqué pour pouvoir influencer l'orientation de la série. Cela lui a permis de faire évoluer le personnage de Carrie tout en garantissant une meilleure rémunération. Donc, cela a également créé des tensions avec les autres actrices, particulièrement Kim Cattrall. Kim Cattrall, justement, elle a été choisie pour incarner Samantha Jones, le personnage libre et audacieux de la série. Avec son personnage, elle a redéfini la perception de la sexualité féminine à la télévision. Kim Cattrall, déjà une actrice expérimentée avec des rôles dans des films comme Mannequin en 87 et Big Trouble in Little China en 86, a apporté une puissance et une indépendance à Samantha, ce qui l'a rendue incontournable et iconique dans l'univers de Sex and the City. Cependant, l'importance croissante du rôle de Carrie, incarné par Sarah Jessica Parker, a alimenté les tensions en coulisses. Je vais vous en parler plus en détail après. Christine Davis, la douce Charlotte York, a été choisie pour apporter de la légèreté et une vision plus idéaliste des relations amoureuses. Avant Sex and the City, Christine Davis avait connu des apparitions dans des séries télévisées comme Melrose Place et Friends, mais son rôle de Charlotte, l'archétype de la femme en quête de l'amour parfait et d'un mariage classique, a marqué sa carrière. Bien que son personnage soit moins complexe que ceux de Carrie et Samantha, la construction du personnage de Charlotte et la fidélité à ses valeurs ont séduit le public. Et la dernière, Cynthia Nixon, qui incarne Miranda Hobbs, elle est sans doute l'actrice la plus discrète et réservée du casting. Elle avait déjà un long parcours à la télévision avant Sex and the City. Elle avait joué dans des séries comme The Equalizer et Les Contes de la Crypte. Miranda, l'avocate cynique et pragmatique, est un personnage plus introspectif et complexe que ceux de ses amis, et Cynthia Nixon a su apporter la profondeur nécessaire à ce rôle. Elle a également été l'une des actrices les plus engagées pour défendre l'égalité des salaires et des droits, et justement, les salaires, un déséquilibre dès le départ. C'est le point de friction, un entrée de jeu. Lors du démarrage de Sex and the City en 98, chaque actrice avait des salaires différents en fonction de son rôle, de sa notoriété et de son pouvoir de négociation. Sarah Jessica Parker, en tant que personnage principal et productrice exécutive, a signé un contrat très avantageux, touchant environ 325 000 $ par épisode à partir de la saison 3. Les autres actrices, bien que talentueuses et cruciales pour la série, étaient moins rémunérées. En 2004, Kim Cattrall, Christine Davis et Cynthia Nixon gagnaient environ 150 000 à 200 000 $ par épisode. Le salaire de Sarah Jessica Parker a engendré des tensions. Kim Cattrall a souvent exprimé son mécontentement face à la différence salariale, estimant qu'elle méritait un salaire équivalent pour son rôle dans la série, surtout au vu de la popularité de Samantha. Et là justement, on va faire donc une parenthèse sur ce chapitre, la rivalité entre Carrie et Samantha, car oui, il y a quand même un duel entre les deux personnages qui reflète un peu celui des actrices, d'une certaine façon, quelque part. Bon, déjà, c'est des opposés qui s'attirent, Carrie et Samantha. Dans Sex and the City, Carrie Bradshaw et Samantha Jones sont deux personnages qui représentent des idéaux féminins très différents, et leur relation, aussi bien amicale que compétitive, a captivé le public. D'un côté, Carrie, la romantique, en quête de l'amour et de la reconnaissance émotionnelle, et de l'autre, Samantha, l'entrepreneuse audacieuse, indépendante et libérée, qui n'a pas peur d'assumer sa sexualité. Donc, ces contrastes ont donné une dynamique intéressante et des moments de tension entre les deux, surtout sur des sujets comme les relations amoureuses, la sexualité et les valeurs personnelles. Et au fil des saisons, l'évolution de ces personnages a parfois conduit à une forme de rivalité implicite. Carrie, avec son rôle de narratrice et son caractère plus fragile sur le plan émotionnel, avait une place de privilégiée auprès des téléspectateurs, tandis que Samantha, avec son caractère fort et ses répliques mémorables, est devenue la figure iconique de l'indépendance et de la liberté féminine. Cette dynamique a fait en sorte que les deux personnages
était constamment comparée dans les discussions publiques. Samantha a attiré une base de fans qui l'admiraient pour son audace et sa franchise, tandis que Carrie, souvent perçue comme vulnérable et idéaliste, avait aussi sa propre légion de partisans. À tel point qu'on parle même du phénomène Carrie Bradshaw, car au fil des années, Carrie Bradshaw, elle est devenue bien plus qu'un simple personnage de fiction, elle est devenue une véritable icône culturelle. Son impact dépasse de loin l'univers de la série, au point qu'on peut réellement parler d'un phénomène Carrie Bradshaw. D'abord, elle incarne une forme d'émancipation féminine moderne, à une époque où peu de séries osaient montrer des femmes célibataires, libres, parfois perdues, mais toujours maîtresses de leurs désirs. Carrie, avec ses contradictions, sa quête de l'amour, son addiction aux chaussures et ses remises en question, a offert aux spectatrices un miroir imparfait, mais profondément humain. Elle n'est ni un modèle de vertu, ni une héroïne infaillible, elle est complexe, parfois agaçante et souvent touchante. Son influence sur la mode est immense. Grâce à la styliste Patricia Field, chaque épisode est devenu un défilé de styles audacieux. Carrie a démocratisé des pièces inattendues, a relancé la mode vintage et surtout a contribué à faire des chaussures Malone Blahnik un objet de culte. Mais pas seulement. À plusieurs reprises, elle cite aussi d'autres marques iconiques comme Jimmy Choo, Christian Louboutin ou encore Dior. La phrase I lost my shoe, épisode 3 saison 3, est devenue culte et a participé à l'explosion de la notoriété de la marque Jimmy Choo dans les années 2000. L'impact de Sex and the City sur la mode ne s'est pas limité à une visibilité accrue. Il y a eu un effet direct sur les ventes, notamment pour les marques de luxe. Certaines griffes ont vu leurs produits en rupture de stock après une seule apparition dans la série. Patricia Field recevait des pièces en avant-première et les maisons de couture se disputaient le privilège de voir leur création portée par Carrie. Le phénomène était si fort qu'il a été étudié comme un cas d'école de placement de produits dans une série télé. Donc bien que Patricia Field, la styliste, ait toujours affirmé ne pas être payée pour inclure des marques, le buzz généré autour de certaines pièces, comme le fameux tutu rose dans l'ouverture là, ou le sac baguette Fendi, a lancé ou relancé des tendances à l'échelle mondiale. Au fil du temps, certaines marques ont même créé des modèles spécifiques en hommage à la série. Manolo Blahnik a vu son nom associé à jamais à Carrie Bradshaw, au point de ressortir certains modèles emblématiques portés dans la série. Jimmy Choo a également profité d'une renaissance médiatique, tout comme Dior ou Gucci. Et cette influence s'est poursuivie bien après la fin de la série. Des collaborations ont vu le jour, notamment quand Sarah Jessica Parker elle-même a lancé sa propre ligne de chaussures, la SGP Collection en 2014, largement inspirée de l'esprit Carrie Bradshaw. Mais Carrie, c'est aussi une figure de l'écriture au féminin. À travers ses chroniques dans le New York Star, elle a donné une voix à des interrogations souvent invisibilisées dans les médias de l'époque. Sexe, solitude, dépendance affective, amitié féminine. Ces textes fictifs ont inspiré une génération de blogueuses, de journalistes, d'essayistes et aujourd'hui de podcasteuses. L'idée que la vie intime puisse devenir une matière littéraire sérieuse a en partie été popularisée par elle. Pourtant, le personnage ne fait pas l'unanimité. Avec le recul, Carrie divise. Nombreux sont ceux qui la trouvent égoïste, centrée sur elle-même, parfois toxique dans ses relations. Alors celle avec Mr. Big, son manque d'attention vers ses amis ou encore son snobisme discret font l'objet d'analyses dans des essais féministes. Donc cette ambivalence participe au phénomène. Elle suscite le débat, la réflexion, parfois l'agacement, mais jamais l'indifférence. Enfin, Carrie est devenue un repère générationnel. Elle incarne New York, l'insouciance des années 2000, la quête de soi à travers le regard des autres, et pour beaucoup, elle reste un fantasme, celui d'une femme qui vit de son écriture, entourée d'amis fidèles, dans une ville-monde, sans jamais vraiment renoncer à l'amour. Donc Sarah Jessica Parker et Kim Cattrall, la rivalité. Les personnages sont amis, mais je vous parle vraiment aux yeux des fans. Donc la rivalité, bien qu'incarnée à l'écran par les deux personnages, elle a également pris une tournure dans la réalité, et pendant longtemps, il y a eu des rumeurs d'animosité entre les deux actrices. Selon plusieurs sources, notamment des interviews, des témoignages de personnes ayant travaillé sur la série, la tension entre elles était palpable, bien qu'elles aient essayé de maintenir une relation professionnelle respectueuse. Cependant, plusieurs événements ont mis en lumière leurs différends. Le rôle de Sarah Jessica Parker, par exemple, dans le projet. En tant que productrice exécutive sur la série à partir de la saison 3, elle a pu exercer une certaine influence sur les décisions concernant l'orientation de la série, Sex and the City, y compris sur les choix des scénarios et des arcs narratifs. Donc Kim a ouvertement critiqué la manière dont les producteurs, et notamment Sarah Jessica Parker,
gérait la série. Christine Davis et Cynthia Nixon ont joué le rôle de médiatrice, apportant une certaine harmonie au sein du groupe, c'est un petit peu de calmer le jeu. En particulier Cynthia Nixon, qui a toujours été perçue comme une actrice discrète et posée, bien moins impliquée dans les tensions qui ont animé les coulisses de la série. Christine Davis, quant à elle, a partagé dans diverses interviews que, bien qu'il y ait eu des hauts et des bas, l'esprit de camaraderie et de travail d'équipe était toujours au cœur de la production. On essaye de sauver les meubles, et je pense que ça a quand même été cordial. Mais bon, la rivalité entre Carrie et Samantha, portée à l'écran par Sarah et Kim, est devenue l'une des dynamiques les plus célèbres de la série Sex and the City. Si cette compétition fictive a été un moteur pour l'évolution des personnages, elle a également trouvé un écho dans la réalité, influençant la relation entre les deux actrices. Certains disent que Sarah Jessica Parker n'aimait pas que le personnage Samantha soit plus populaire qu'elle. Et l'un des plus grands atouts de Sex and the City réside justement dans l'évolution de ces 4 héroïnes, qui gagnent progressivement en profondeur, complexité et maturité au fil des 6 saisons, donc entre 98 et 2004. Et ce développement progressif n'est pas seulement narratif, il est aussi symbolique. Les personnages reflètent les transformations sociales et générationnelles de la fin des années 90 et au début des années 2000. Donc Carrie Bradshaw, elle reste le personnage central, la narratrice, la figure la plus exposée. Son personnage a évolué d'une jeune trentenaire fantastique et romantique vers une femme plus désabusée, plus exigeante, mais aussi plus auto-centrée. Au fil des saisons, le public commence à la trouver parfois irritante, voire égocentrique. Son retour récurrent à Mr. Big, Chris Noth, malgré toutes les humiliations, provoque des débats parmi les fans, divisant entre la team Big et la team Aidan. Moi, elle m'a gonflé Carrie à une époque, je pouvais plus la voir perso. En coulisses, cette polarisation autour de Carrie renforce l'impact culturel du personnage, mais alimente aussi la rivalité symbolique avec Samantha, dont le franc-parler et l'indépendance séduisent de plus en plus le public. Carrie incarne la comédie romantique, Samantha, l'émancipation sexuelle. De toute façon, pour moi, Samantha, c'est ma préférée. Je l'adore, elle me fait trop rire. Donc justement, le personnage de Samantha Jones. Au départ, c'est le stéréotype de la femme sexuellement libérée et elle devient progressivement la figure la plus respectée de la série. Publicitaire puissante, indépendante, sûre d'elle, elle incarne une féminité affranchie des normes. Ses aventures sexuelles sont nombreuses, souvent cocasses, des barres de rire, mais le personnage gagne en nuance avec le temps, notamment quand elle tombe malade et qu'elle a une relation avec un homme plus jeune. Ça m'a beaucoup touchée toute cette partie-là. C'est sa relation avec Smith Jerrod, Jason Lewis. On le voit pas assez. Qu'est-ce qu'il est beau. D'ailleurs, il joue un jeune acteur fidèle et sincère qui révèle une facette plus tendre de Samantha. Et lorsqu'elle affronte un cancer du sein dans la saison 6, elle devient un personnage bouleversant sans perdre son humour ni sa dignité. Sa trajectoire est souvent perçue comme la plus cohérente et la plus inspirante. Et à côté de ça, on a donc Miranda Hobbs, l'avocate cynique et rationnelle, allergique au romantisme, qui devient paradoxalement celle qui vit la transformation la plus classique. D'abord concentrée sur sa carrière, elle tombe enceinte accidentellement de Steve, le barman maladroit, avec qui elle entretient une relation tumultueuse. Leur dynamique évolue lentement vers une forme d'amour profond et réaliste. Il était temps parce que le pauvre, qu'est-ce qu'il mange avec elle? Miranda apprend à être vulnérable, à assumer la maternité, puis à quitter Manhattan pour Brooklyn, un geste radical symbolisant son évolution personnelle. Sa storyline est souvent louée pour sa justesse et son réalisme loin des clichés glamour. Elle devient un peu Madame Tout-le-Monde au final. Charlotte York de son côté. Alors Charlotte, elle est introduite comme la plus conservatrice, la plus traditionnelle, une femme rêvant de mariage, de famille et de vie parfaite dans l'Upper East Side, mais son parcours sera marqué par les désillusions. Son premier mariage avec Trey McDougal est un échec, en grande partie à cause des problèmes d'ordre intime et de la relation toxique avec la belle-mère. Elle trouve finalement l'amour avec Harry Goldenblatt, son avocat au physique peu conventionnel, mais d'une grande gentillesse. Leur mariage interreligieux et leur adoption d'une petite fille chinoise, Lily, sont des moments marquants de la série qui montrent que Charlotte a appris à dépasser ses illusions pour embrasser une vie plus authentique. Moi, j'adore le personnage de Charlotte. Elle me fait trop rire et elle est trop touchante. Donc, chaque personnage traverse des arcs de transformation riche, avec des conflits internes, des prises de conscience et des compromis. Cette profondeur psychologique rare pour l'époque dans une série classée comédie a largement contribué à la reconnaissance critique de Sex and the City. Donc,
Une réception au début critique, en dents de scie, mais finalement marquante. Aux États-Unis, les critiques des premières saisons oscillent entre enthousiasme et scepticisme. The New York Times parle d'un cocktail surprenant entre Woody Allen et Cosmopolitan, tandis que certains médias, plus conservateurs, la jugent provocante, voire vulgaire. Pourtant, Sex and the City devient très vite une référence culturelle. Elle est la première série à parler aussi ouvertement du plaisir féminin, des relations sans lendemain, du célibat assumé et des standards contradictoires imposés aux femmes dans la vie sentimentale et professionnelle. La série est saluée pour sa liberté de ton, son humour et la qualité de ses dialogues, même si des critiques reviennent régulièrement, à savoir un manque de diversité ethnique, une certaine déconnexion sociale. Oui, les héroïnes semblent vivre dans un New York très blanc, très riche, et une glorification des marques et de la consommation. Si la saison 1 attire en moyenne 3 millions de téléspectateurs, les chiffres grimpent dès la saison 2. La série devient un phénomène mondial, exporté dans plus de 90 pays et regardé par des millions de téléspectateurs. En France, elle est d'abord diffusée sur Téva puis sur M6 et acquiert rapidement un statut culte. À son pic, Sex and the City réunit jusqu'à 10 millions de téléspectateurs par épisode aux États-Unis, un chiffre impressionnant pour une série câblée à l'époque. Entre 1999 et 2004, Sex and the City est nommée à plus de 50 Emmy Awards et il en remporte 7, dont meilleure série comique en 2001. Sarah Jessica Parker reçoit également plusieurs Golden Globes, 4 au total, tout comme Kim Cattrall. La série est acclamée pour son écriture, son style visuel et son influence dans la mode télévisuelle. Des études sociologiques sont même menées sur l'impact culturel de la série, notamment dans le rapport des femmes aux relations amoureuses, à la sexualité et à la carrière. Lorsque Sex and the City s'achève en 2004, après 6 saisons et 94 épisodes, la série laisse derrière elle un public fidèle et une empreinte immense dans la pop culture. Donc, très vite, l'idée d'une suite prend forme, d'abord timidement sous forme de spéculation, puis concrètement sous la forme d'un film. Donc la motivation principale, capitaliser sur la popularité de la série, mais aussi offrir une fin plus expansive aux histoires des 4 héroïnes. Le format cinématographique permet d'explorer davantage leur évolution dans un contexte post-série. Donc il va sortir le film en 2008, c'est le premier, sobrement intitulé Sex and the City. Il sort en mai 2008 pour être plus précise et il est réalisé par Michael Patrick King, le showrunner de la série. Tous les personnages principaux sont de retour, avec une intrigue centrée sur le mariage avorté de Carrie et Mr. Big et sur les défis personnels que traversent Charlotte, Miranda et Samantha. Et avant même le premier film, Kim Cattrall avait déjà hésité à reprendre le rôle de Samantha. En 2004, juste après la fin de la série, elle avait confié dans une interview qu'elle souhaitait se concentrer sur d'autres projets personnels. En 2008, elle finit par accepter de participer au film, mais demande à être mieux payée et à ce que les actrices soient traitées de manière plus équitable. Dans une interview donnée à Marie-Claire Huquet en 2008, elle explique « J'ai dit que je voulais être payée autant que Sarah Jessica Parker. Pas plus, juste autant. Je pense que c'est normal après tout ce qu'on a construit ensemble. » Elle revient également sur le fait qu'elle se sentait souvent isolée sur le tournage, ajoutant « J'aurais aimé que nous soyons vraiment amis. J'aurais aimé que nous soyons plus solidaires les unes envers les autres. » Et elle dit aussi qu'elle aurait aimé que Sarah Jessica Parker soit plus gentille. Ah, moi je vous dis qu'on sait pas tout, hein. Bon, le film en tout cas, c'est un succès commercial, plus de 415 millions de dollars au box-office mondial pour un budget initial de 65 millions. C'est une prouesse pour un film centré sur des femmes de plus de 40 ans. Le public est au rendez-vous, galvanisé par la nostalgie et la curiosité. Cependant, les critiques sont partagées. Certains saluent la fidélité à l'esprit de la série, d'autres reprochent un ton plus mélodramatique, moins subtil et une accumulation de clichés. Côté coulisses, les négociations salariales ont été intenses, hein, vous en doutez donc. Sarah Jessica Parker, en tant que star et productrice, touche environ 15 millions de dollars, tandis que Cynthia, Christine et Kim reçoivent entre 3 et 5 millions de dollars. Donc il y a toujours ce déséquilibre qui continue de créer des tensions en interne. En même temps, on a l'impression qu'ils le font exprès, de ne pas les augmenter. Du coup, il va y avoir ensuite un Sex and the City 2 en 2010, donc 2 ans plus tard. Il sort en mai. Alors cette fois-ci, ça se passe à Abu Dhabi. Ça a été en réalité tourné au Maroc et ça traite de la crise de la quarantaine, des tensions dans les couples et du besoin d'évasion. Mais cette fois, le public n'est pas dupe. Le film est un échec critique retentissant. On lui reproche son manque de finesse, son humour douteux et son traitement problématique de certaines cultures. Il obtient un score très bas sur Rotten Tomatoes, 15%, et est régulièrement cité comme l'un des pires films dérivés d'une série. Il réalise toutefois 294 millions de dollars au box-office mondial, signe d'un intérêt encore présent, mais
mais déclinant. Bon, moi, il m'a quand même fait rigoler, hein. C'est le plaisir de les retrouver en fait. Par ailleurs, les tensions avec Kim s'accentuent après ce deuxième volet, et en 2016, lors d'une interview au Daily Mail, Kim évoque clairement sa lassitude vis-à-vis de la franchise. On a raconté tout ce qu'on pouvait raconter sur ces personnages. Je suis fière de mon travail, mais je suis arrivée à la fin de ce que je pouvais donner à Samantha. Du coup, en 2017, les rumeurs d'un Sex and the City 3 enflamment la presse. Le scénario, il est écrit, mais Kim Cattrall refuse de signer. La Warner Bros a annulé le projet suite à ses exigences. Les médias parlent d'une liste déraisonnable de demandes, mais Kim Cattrall dément et dénonce un traitement sexiste dans la manière dont l'affaire est médiatisée. En octobre 2017, elle a déclaré « Je ne leur dois rien, c'était une décision d'affaires et une décision claire. Je dis non, je suis dans une autre phase de ma vie. » Sarah Jessica Parker, de son côté, elle réagit publiquement avec diplomatie, affirmant « Je suis déçue, on avait une belle histoire à raconter, mais je respecte totalement sa décision. » Et Kim Cattrall, elle, reste plus tranchante. En février 2018, après la mort de son frère, elle reproche à Sarah Jessica Parker de lui avoir adressé ses condoléances en public et publie sur Instagram « Tu n'es pas ma famille, tu n'es pas mon ami. » Ouais, je pense qu'on a compris, hein, ça n'allait pas du tout entre elles. Donc ce différend public cristallise des années de tension sous-jacente, le message il est très clair. Et dans tout ça, une série dérivée, The Carrie Diaries. En 2013, la jeunesse de Carrie Bradshaw a été explorée à travers la série The Carrie Diaries, diffusée sur la chaîne de CW. Le show nous plonge dans la vie de Carrie, adolescente dans les années 80, avant qu'elle ne devienne la célèbre journaliste new-yorkaise. Interprétée par Anna Sophia Robb, la jeune Carrie vit dans une banlieue de New York et fréquente l'école secondaire tout en découvrant l'amour, l'amitié et ses premières ambitions professionnelles. The Carrie Diaries a montré un aspect plus intime et innocent du personnage, loin de la Carrie adulte et sophistiquée de la série originale. Cette série a permis aux fans de voir comment la future icône de la mode et de la ville est devenue la Carrie qu'ils connaissent, tout en mettant l'accent sur ses rêves et ses aspirations avant qu'ils ne se transforment en une réalité plus complexe. Et bien que la série n'ait pas rencontré le même succès que Sex and the City, elle est annulée au bout de 2 saisons, elle a quand même apporté une touche de nostalgie à ceux qui étaient fascinés par l'univers de Carrie. On y retrouve également une bande-son qui a eu son propre impact, avec des morceaux des années 80, contribuant à renforcer l'esthétique vintage de l'époque. Et on lâche pas l'affaire, hein, on continue, donc le revival, And Just Like That. Donc après un long silence, en janvier 2021, HBO Max a relancé Sex and the City sous la forme d'une suite intitulée And Just Like That. Bien que la série n'ait pas été perçue comme une continuation directe de l'histoire, elle reprenait l'univers de Carrie, Charlotte et Miranda, tout en explorant de nouveaux enjeux liés à leur vie après 50 ans. Ce revival qui ne comptait pas Samantha a pris une direction moderne visant à s'adapter aux changements sociaux et aux préoccupations contemporaines telles que la représentation des personnes âgées, la diversité et les évolutions des relations. Le personnage de Samantha est donc écrit comme vivant désormais à Londres, avec qui Carrie entretient une relation distante, mais encore présente par SMS, et Kim Cattrall a partagé plusieurs fois son ressenti, soulignant qu'elle ne souhaitait pas revenir dans une série qui, selon elle, ne lui offrait plus rien. Dans une interview avant, déjà en 2019, elle a dit « Il n'y a pas de rancune, mais il est temps pour moi de passer à autre chose ». Donc cette décision a provoqué un bouleversement pour de nombreux fans qui s'étaient attachés à la dynamique de l'ensemble des personnages. Mais bon, le premier épisode diffusé le 9 décembre 2021 a créé un choc immédiat. Attention, gros spoiler alerte. Mr. Big meurt brutalement d'une crise cardiaque après une séance de vélo sur un appareil peloton. La scène fait énormément parler, aussi bien pour son intensité émotionnelle que pour son impact sur le récit. Mais quelques jours à peine après cette diffusion, le 16 décembre 2021, Chris Noth, Mr. Big, est accusé de VIOL par 2 femmes dans un article publié par The Hollywood Reporter. 2 autres témoignages vont suivre. Ces accusations déclenchent une onde de choc. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Chris nie les faits, mais la production de la série décide immédiatement de couper ces scènes prévues pour le final de la saison où il devait apparaître brièvement dans un rêve de Carrie. Son personnage n'est plus mentionné de manière directe après cela, sauf dans le cadre de son deuil. Les actrices principales réagissent également publiquement aux accusations. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Christine
Christine Davis expriment leur soutien aux victimes présumées et confirment que leur position est de croire les femmes qui ont pris la parole. Encore une fois, tout ça je vous l'explique bien plus en détail dans la vidéo entièrement consacrée à cette affaire. Je vous la mets dans le petit i en haut. En tout cas, le retour donc de Sex and the City sous cette nouvelle forme, And Just Like That, n'a pas été exempt de critiques. Si les fans étaient impatients de retrouver leurs héroïnes adorées, la réception n'a pas été aussi enthousiaste qu'attendu. Un des changements majeurs a été l'introduction d'un ton plus sérieux, axé sur des thèmes plus matures et des discussions sur la vieillesse, la perte, les défis personnels et familiaux, ainsi que sur la diversité. Les personnages, désormais dans la cinquantaine, ont été confrontés à des situations qui les éloignaient de l'insouciance de leur jeunesse, normale. Carrie en particulier est dépeinte comme une femme qui tente de se reconstruire après le décès de Big, et son personnage a évolué vers une version plus vulnérable et réfléchie. Si certains ont apprécié cette approche plus nuancée, d'autres ont trouvé le contraste frappant avec l'image plus légère et glamour du passé. Une des plus grandes critiques de ce revival a concerné l'évolution du format de la série également. Les épisodes avant, ils faisaient 30 minutes, maintenant ils durent presque 1 heure. Certains ont trouvé que la série perdait en rythme et en légèreté et devenait parfois un peu trop longue dans ses intrigues. Autre chose qui n'a pas été appréciée, et l'un des plus grands ajouts du revival, c'est l'inclusion des réseaux sociaux et de la culture numérique dans l'intrigue. Carrie par exemple, elle se lance dans un podcast, une activité très contemporaine, et ce choix a soulevé des réactions contrastées. Si certains ont trouvé que ce nouveau format était une manière intéressante de moderniser la série, moi je trouve que ça fait sens perso, d'autres ont estimé que c'était trop forcé et éloigné de l'esprit de la série originale. Oui, mais c'est plus actuel quelque part. Bref, cette série-là tente de s'adapter à l'époque actuelle en abordant des thèmes contemporains comme le deuil, les nouvelles sexualités, les identités de genre, le racisme structurel ou encore l'évolution des amitiés après 50 ans. Miranda entame une relation avec Che Diaz, une personne non binaire, ce qui a dérouté certains fans. Charlotte est confrontée à l'identité de genre de sa fille. Carrie découvre la solitude, la perte et un monde numérique qu'elle ne maîtrise pas toujours. Mais le public reste divisé. Si certains saluent l'ambition de la série, d'autres y voient une volonté de cocher toutes les cases du politiquement correct sans la finesse d'écriture qui faisait le charme de la série d'origine. D'ailleurs, le personnage de Che Diaz, notamment, est devenu l'un des personnages les plus critiqués de la télévision américaine en 2022. Malgré toutes ces turbulences, la série reste un succès d'audience sur HBO Max. Une saison 2 a été lancée en juin 2023 et événement marquant, Kim a accepté d'y faire une brève apparition dans le final diffusé le 24 août 2023. Lors d'un appel téléphonique à Carrie depuis Londres, la scène est tournée sans que Kim ne croise aucune des actrices ni ne revoie Michael Patrick King, le créateur, et selon ses dires dans une interview donnée à The View, elle a accepté cette apparition pour les fans, après avoir exigé qu'on lui rende sa costumière d'époque, Patricia Field. Bon, en tout cas, sachez que HBO a confirmé une saison 3 pour le 29 mai 2025, preuve que malgré les controverses, la série version contemporaine continue de fasciner. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? Que Sex and the City reste, plus de 25 ans après sa première diffusion, une œuvre phare dans l'histoire de la télévision. Elle est bien plus qu'une série télévisée, c'est un phénomène générationnel, une fresque urbaine qui a redéfini la manière dont la culture populaire aborde la féminité, l'amitié, le sexe, la solitude, la liberté. Elle a ouvert des portes, brisé des tabous, donné des mots à des sentiments que beaucoup n'osaient pas formuler à l'époque, et au fil des saisons, elle a su capturer les contradictions d'une époque, le besoin d'indépendance face à la peur d'être seule, le culte de la consommation face à l'envie d'authenticité, la quête de l'amour au milieu du vacarme d'une ville qui ne dort jamais et les coups d'un soir. Mais derrière les paillettes et les cosmopolitains, il y a aussi les tensions, les blessures, les ambitions divergentes. La série a survécu aux désaccords, aux années qui passent, aux critiques parfois féroces. Elle a quand même évolué, elle s'est adaptée, parfois au prix de lourds compromis, mais toujours avec ce cœur battant. 4 femmes unies par une amitié indéfectible. Il est vrai que Sex and the City n'a jamais vraiment cherché le réalisme, par contre, parenthèse, on voit rarement les héroïnes au travail, à part quelques scènes anecdotiques, et pourtant elles enchaînent les brunchs, les taxis, les robes haute couture et les escapades luxueuses. La série assume cette forme d'idéalisation presque
fantasmatique de la vie new-yorkaise où tout semble possible, même avec un salaire de chroniqueuse, mais ce décalage n'a jamais réellement gêné le public. Au contraire, il a participé au charme de la série, à son pouvoir d'évasion. Comme un conte moderne pour adultes, Sex and the City promettait que l'amitié, l'amour et la liberté pouvaient coexister dans un monde fait de stilettos et de confessions à cœur ouvert. Et aujourd'hui encore, on cite Carrie, on s'identifie à Miranda, on rêve avec Charlotte, on admire Samantha, elles sont devenues des archétypes, des repères, parfois même des mythes, et même si tout n'a pas toujours été parfait, la série a offert à des millions de spectatrices et de spectateurs une chose rare, le sentiment de se sentir vu, compris et accompagné. Sex and the City, c'est cette petite musique entêtante au coin d'une rue new-yorkaise, ces talons qui claquent sur le bitume, ces dialogues piquants échangés autour d'un brunch. C'est une époque, un style et surtout c'est un message qui résonne encore. On peut aimer, tomber, chercher, recommencer tant qu'on le fait avec des amis à ses côtés. Et également, petite parenthèse, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a eu plein de guest stars dans cette série, dont Sarah Michelle Gellar, c'est la seule qui me vient à l'esprit en fait, mais je sais qu'il y en a eu d'autres, je me souviens plus. Voilà les amis, écoutez, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Voilà ce petit week-end Sex and the City, j'espère qu'il vous aura vraiment fait plaisir. Avant de vous quitter, je remercie encore mon sponsor du jour, CyberGhost VPN. Et n'oubliez pas, vous avez le lien juste ici, mais également en barre d'infos et en commentaire épinglé pour profiter de la réduction des 83% et des 4 mois en plus offerts. N'hésitez pas au moins à tester et je vous fais plein de gros bisous. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.